Bonjour à tous. Alors, je crois que le thème d'intérêt est les enjeux pétroliers et ce qui est en train de se passer dans le domaine du pétrole aujourd'hui. Les opportunités aujourd'hui au Brésil et les opportunités qui peuvent s'ouvrir pour des entreprises qui souhaitent investir. Donc le Brésil vient de passer par, je dirais, 18 à 24 mois de renouveau pétrolier. La première ouverture du Brésil dans le domaine du pétrole s'est faite en 1997 avec la fin du monopole de Petrobras, mais on a assisté pendant quasiment 2 décennies à une hégémonie qui a continué à perdurer de la société Petrobras au Brésil. Et puis, à partir de 2006, il y a eu un événement important qui a été la découverte de la fameuse thématique géologique du pré-sel, avec des ressources pétrolières considérables, plusieurs dizaines de milliards de barils de pétrole, du pétrole de bonne qualité, que Petrobras a contribué à ces découvertes et a contribué à leur développement, avec, à partir de 2013, une nouvelle ouverture du domaine du pétrole, ou une ouverture accentuée aux entreprises étrangères, avec plusieurs entreprises qui se sont positionnées, et dernièrement, sur les 12 derniers mois, de nombreux appels d'offres où la plupart des grandes entreprises pétrolières internationales, ce qu'on appelle les majors, ont pu prendre des participations importantes. Donc Total, depuis 2013, a renforcé sa participation. Aujourd'hui, Total est un opérateur de production dans ce qu'on appelle le pré-sel, donc dans cette thématique géologique du pré-sel, grâce à une alliance stratégique signée avec Petrobras en 2017 et réalisée tout au cours de l'année 2018. Aujourd'hui, Total représente une production entre 20 et 30 000 barils jour au Brésil. Également une position de Total avec Petrobras sur 2 grands actifs du pré-sel, un qui s'appelle Libra, l'autre qui s'appelle Yara, qui sont dans 2 grands champs pétroliers. Suivre un petit peu pour pas trop parler. 2 grands champs pétroliers opérés par Petrobras qui ont été en production, sont rentrés en production fin 2017 et Yara a été en production en 2018. Donc une période de renouveau dans le domaine pétrolier avec beaucoup de prises de position des compagnies internationales dans cette thématique du pré-sel aujourd'hui. Alors on a tout le monde qui est revenu avec Exxon qui était quasiment absent depuis de nombreuses années. Exxon est revenu en force ces derniers mois avec plus d'une dizaine de concessions pétrolières dans son portefeuille aujourd'hui, certaines opérées par Petrobras, d'autres que Exxon prend en opération. Statoil, qui est aujourd'hui opérateur d'un grand champ déjà découvert qui s'appelle Carcará. Shell également avec 2 bateaux en production et qui a pris de nombreuses concessions exploratoires dans le domaine du pré-sel. Chevron, qui revient également en force après quelques déboires opérationnels ces dernières années, donc Chevron reprend des positions. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a une prise de position importante de toutes les sociétés, grandes sociétés pétrolières internationales, et évidemment, ça va être de nature à activer l'écosystème pétrolier brésilien. Je ne ferai pas trop de digressions politiques, même si aujourd'hui c'est un peu dans le cœur du sujet avec les élections qui arrivent dans quelques semaines désormais. Je vais juste donner une petite perspective au niveau du pétrole et pour rappeler que quels qu'aient été les gouvernements, et notamment pendant la période du gouvernement Lula et Parti des travailleurs, le pétrole est toujours resté. Alors il y avait un tropisme très fort pour avoir une présence accrue du gouvernement. Tout le monde a vu ce qui s'est passé avec Petrobras. Donc philosophiquement, une présence accrue du gouvernement dans les affaires pétrolières, mais jamais de velléité de renationalisation complète du pétrole et une volonté de continuer à développer le potentiel pétrolier du Brésil sous le gouvernement Lula. Donc j'ai un peu envie de dire, quoi qu'il arrive aux prochaines élections, les acquis des derniers mois et des dernières années avec une présence accrue des grandes compagnies étrangères vont perdurer. Alors, on pourrait avoir de nouveau une période de vache maigre en termes d'allocation de ressources par des appels d'offres. Mais aujourd'hui, il y a eu tellement de prises de position sur les 18 derniers mois que l'industrie pétrolière brésilienne devrait vivre des moments de croissance importante avec des nouveaux forages et donc des possibilités de développement importants sur les 3-4 ans qui viennent.
Ce qu'il faut savoir dans notre domaine, c'est qu'un appel d'offres gagné en année N veut dire probablement un premier forage en fin d'année N+1, début d'année N+2, et en cas de découverte, ce qui est attendu dans le cadre de la thématique du pré-sel, parce que c'est une thématique qui est extrêmement prolifique, des forages additionnels et des développements sur les années N+3 à N+8, N+10. Donc, a priori, tous les appels d'offres qui ont été gagnés l'année dernière et l'année antérieure devraient porter leurs fruits pour avoir une accélération de l'activité à partir de 2019 et sur les années 2020, 2025, 2026. Ça, je pense, c'est un acquis. Et il y a l'écosystème pétrolier brésilien et, pourquoi pas, français peuvent en bénéficier. Je pense que c'est les éléments principaux que je voulais apporter. Très bien, parfait. Merci beaucoup. Merci. Peut-être présenter Jacqueline. Bien sûr. La directrice de la Chambre. Jacqueline. Allez, on te laisse. Mais Jacqueline n'est pas à l'écran. Jacqueline est à l'écran. C'est à l'écran, on te voit? Ah bah voilà, c'est parfait. Oui. Je suis la directrice de la Chambre de commerce France-Brésil, ici à Rio. Et je travaille avec Maxime Rabiou au bénéfice de presque 200 entreprises associées à Rio de Janeiro. Et en synergie avec mes collègues de São Paulo, Belo Horizonte et Paraná. Donc voilà. La Chambre a un rôle important d'accompagnement des sociétés françaises qui souhaitent, alors qui sont déjà évidemment ici au Brésil, mais également celles qui souhaitent s'y installer. Donc on est là pour travailler en partenariat avec Business France et pouvoir donner le support nécessaire aux entreprises qui ont des velléités de venir voir ce qui se passe au Brésil. Parfait. Et le secteur de l'énergie est bien évidemment prioritaire pour l'État de Rio de Janeiro. Oui, alors effectivement la Chambre est multiple puisque le Brésil est un très grand pays, c'est un pays de taille continentale, avec deux représentations prééminentes, une à São Paulo évidemment qui est le poumon économique du pays, et une autre à Rio avec la dimension énergétique des entreprises françaises qui est principalement représentée à Rio, avec l'ensemble des entreprises énergétiques françaises qui se trouvent aujourd'hui à Rio, effectivement. Total, Voltalia, EDF, Engie sont des sociétés qui sont aujourd'hui basées à Rio de Janeiro. Parfait. Moi, je vais me permettre de faire un petit changement peut-être de l'ordre parce que Maxime Rabiou doit partir à 11h10 max, donc on n'aura pas le temps de tout finir. Non, tranquille, tu peux laisser à lui. De tout finir pour poser des questions directement à Maxime. Donc, si jamais il y a des questions en ce moment, je voudrais que vous puissiez vous manifester en ce moment avant d'être frustré de son absence à la fin du séminaire. S'il n'y a pas de questions, on passera prochain intervenant. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je ne vois aucune question apparaître dans les conversations. Est-ce que, David, vous avez accès aux conversations? Oui, j'ai accès et je ne vois pas de questions non plus. D'accord. Ah, si, il y en a une. Question. Donc, que représente la part de l'offshore au Brésil? Alors, en termes de production, l'offshore est absolument massif. Ça représente plus de 90% de la production brésilienne, essentiellement de pétrole. Donc, Petrobras est une société aujourd'hui, une société principalement d'offshore. Il y a des positions de production onshore au Brésil, mais ça reste assez exclusif. Ce sont des vieux champs très matures. Aujourd'hui, l'essentiel de la production brésilienne provient de l'offshore, de la production post-salt, donc les champs historiques, essentiellement des bassins de Campos, avec des grands champs géants qui ont été découverts par Petrobras dans les années 90. Et depuis 2006, le développement de la thématique subsalt, sous le sel, qui vient compenser le déclin des grands champs qui ont été découverts dans les années 90. Donc l'essentiel de la production brésilienne vient de l'offshore. Deuxième question. Il y a une deuxième Agnès. question. Oui, il y a une deuxième question. Existe-t-il une carte avec les noms d'organisations relatives aux fournisseurs de gaz naturel et comment est organisé le marché du gaz naturel et du GPL? Mais ça, c'est pas forcément. Vous avez peut-être la réponse? Alors, le Brésil reste un pays qui est quand même très largement détenu par le monopole de Petrobras au niveau de la distribution du gaz. La distribution au Brésil passe à travers les États. Donc, jusqu'à récemment, Petrobras était en partenariat avec les États pour avoir des sociétés de distribution dans chacun des États brésiliens.
Donc Petrobras est un peu partout sur toute la chaîne, y compris la production, l'achat de gaz et l'introduction de gaz dans le réseau. En gros, Petrobras est du début jusqu'à la fin de la chaîne. Et aujourd'hui, ce sont les grands distributeurs brésiliens où Petrobras se trouve comme actionnaire qui distribuent le gaz au Brésil. Il y a un projet de gaz, de réglementation des sujets gaz au Brésil qui s'appelle Gaz pour grandir, Gaz para crescer. C'est un petit peu un serpent de mer ces dernières années parce qu'il y a des résistances. Donc ce projet vise à quoi? Ce projet vise à déréguler la distribution du gaz. Donc les producteurs de gaz puissent accéder directement au consommateur final, notamment les consommateurs industriels. Aujourd'hui, il y a une très forte résistance des distributeurs, des grands distributeurs, qui ne veulent pas voir sauter ce cadenas, puisque les distributeurs ont la capacité d'acheter le gaz et de le revendre, et de prendre des marges significatives au passage. Donc la déréglementation du gaz est un sujet qui est à l'ordre du jour, mais c'est un ordre du jour qui va probablement prendre du temps. Aujourd'hui, toutes les questions réglementaires avec les élections sont un peu à l'arrêt. Donc la progression de ce sujet de libéralisation des marchés du gaz va fortement dépendre, là pour le coup, de qui sera élu aux prochaines élections. Troisième question. Alors, Une dernière question peut-être, Agnès? oui, Total ou les autres majors prévoient-elles des investissements dans le secteur aval? Le secteur aval aujourd'hui, encore une fois, et alors aval, on va parler de deux segments. Tout ce qui est raffinage. Donc aujourd'hui, 100% des raffineries sont détenues par Petrobras. Petrobras a un programme de désinvestissement et donc souhaite vendre une partie, tout au moins, de ces raffineries sous forme de cluster. Donc ils ont fait des sortes de paquets de désinvestissement, un sur le nord, un sur Rio, et ils souhaitent garder pour l'instant leur appareil de raffinage sur le sud, notamment celui de São Paulo. Puis après, donc il y a des programmes de désinvestissement. Je ne vais pas trop vous parler de Total parce qu'il y a des dimensions un peu confidentielles. Il y a des gens qui regardent, c'est quand même très difficile de rentrer sur des raffineries matures dans quelques pays qui soient, notamment le Brésil, parce qu'il y a une dimension réglementaire et environnementale très très forte. Donc acheter aujourd'hui une raffinerie au Brésil qui opère depuis 30 ou 40 ans, c'est un vrai sujet environnemental, ça fait partie des dimensions que les investisseurs vont regarder en détail. Mais oui, Petrobras cherche à vendre une partie de ses raffineries. Donc c'est à l'ordre du jour. Sur l'aval, donc plus en aval, tout ce qui est distribution, aujourd'hui il y a 3 acteurs majeurs de distribution de produits raffinés, essence, diesel, etc. Petrobras en est un, à travers sa filiale de distribution qui s'appelle BR Distribuidora. Ensuite, il y a un groupe brésilien qui s'appelle le groupe Ultra qui détient à peu près 25% du marché, comme le détient Petrobras. Donc Petrobras 25-27% du marché, le groupe Ultra sous la marque Ipiranga 25-30% du marché, et puis Shell dans une joint venture avec une société locale qui est très très forte dans l'éthanol, qui s'appelle Cosan. Donc cette joint venture entre Shell et Cosan est une société très importante au Brésil, qui s'appelle Raízen et qui a 5000 stations-service et qui représente aussi un tiers du marché. Donc le marché est détenu par ou contrôlé par 3 grands acteurs, Petrobras, le groupe Ultra et Shell avec sa joint venture avec Cosan, et puis ensuite sous différentes marque une dizaine de pourcents du marché et réparti sur les différents États. Alors est-ce qu'il y a des prises de position qui vont être faites? Quand on voit ça, on se voit quand même que le marché est quand même assez bien verrouillé sur 3 grands acteurs majeurs et il reste une portion assez faible du marché qui est complètement diffus sur l'ensemble du Brésil au niveau de la distribution. Bien. Est-ce qu'on a le temps pour une autre question ou La dernière? Oui, j'ai encore le temps. Une dernière question alors. On a une question qui est relative au contenu local, mais peut-être qu'on pourra la poser lors de la stratégie de la présentation sur la stratégie d'implantation, ou vous voulez y répondre déjà? Donc, y a-t-il des changements au regard du scénario politique? Y a-t-il des changements à prévoir au niveau de la politique de contenu local? C'est une très bonne question. L'un des éléments importants, les bonnes nouvelles qui ont été amenées par le gouvernement, parce qu'on est depuis 18 mois dans un gouvernement qui est quand même pro-pétrolier. Donc l'une des bonnes nouvelles, ça a été un recalibrage
des obligations de contenu local au Brésil. De telle manière à ce qu'on est passé d'un système extrêmement prescriptif à des engagements de contenu local un peu plus global, par segment, ce qui permet aux investisseurs et aux constructeurs de gérer un petit peu la manière dont ils veulent faire leur effort sur le contenu local. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne. Donc, les nouvelles règles de contenu local sont, du point de vue des sociétés pétrolières, au bon niveau. Maintenant, ce que l'on constate quand même, c'est qu'il y a toujours des lobbies importants au niveau des fournisseurs brésiliens pour ramener une vision de contenu local, je dirais un peu plus par ligne. C'est-à-dire, si je suis un fournisseur de turbines, je voudrais que le contenu local soit un peu plus important au niveau des turbines. Les élections, je crois, peuvent amener un changement là-dedans, oui, probablement. Si on revient à un gouvernement pété, par exemple, il y aura probablement des velléités de ramener un contenu local beaucoup plus détaillé par ligne de type d'appareil et d'équipement au niveau des installations pétrolières, sans aucun doute. Et donc, pour rebondir là-dessus, au niveau des taxes, justement, parce qu'on parle toujours des taxes douanières, il y a une question qui porte là-dessus. Quelles sont les taxes à l'exportation depuis la France et comment ça se partage pour les importations au Brésil? Alors, le système fiscal brésilien pétrolier est très compliqué. Donc il faut quelqu'un qui veut exporter vers le Brésil doit la première réaction, c'est d'avoir un conseil qui peut lui expliquer comment ça fonctionne. Aujourd'hui, il y a un système d'exonération des taxes indirectes, mais ce système est un système un peu cabalistique. Les Brésiliens ont un terme pour dire quand ils mettent en place des systèmes tout à fait brésiliens, tout à fait locaux, ils font référence à un arbre qui s'appelle le jabuticaba. Donc le système fiscal d'exonération des taxes indirectes brésiliennes est tout à fait jabuticaba, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe qu'au Brésil. Il faut faire des montages qui permettent de passer par des sociétés qui sont immatriculées en Europe et qui louent les équipements envoyés au Brésil, qui permettent d'avoir une exemption fiscale une exemption des impôts indirects. Alors c'est légal, il y a un système qui est en place. Il y a un nom pour cette loi qui s'appelle le Repetro, qui a subi des modifications récemment. Donc maintenant on appelle ça le Repetro SPED. Donc il y a un système qui permet d'avoir des exonérations sur les impôts indirects, mais ce n'est pas un système simple. Il passe par le jeu d'un montage entre les fournisseurs et les acheteurs ici au Brésil. Donc oui, des exemptions, attention, c'est pas simple. Très bien. Écoutez, est-ce que on passe on va continuer sur le webinaire. D'accord. Sauf s'il y a des questions, sinon. Écoute, je suis en train de regarder les dernières questions. Une dernière question. Attendez. J'ai une petite question sur combien de navires offshore une société comme Total affrète par an pour ses projets au Brésil? Alors, ça dépend. Ça dépend le moment des opérations. Actuellement, donc, on n'a pas de forage en cours, on est en phase de production. Et aujourd'hui, on affrète 2 navires de support aux opérations PSV pour nos opérations. Donc, ce sont 2 navires pour une plateforme en production aujourd'hui dans le pré-sel. Si on passe en opération de forage, il faut jusqu'à 4 bateaux de support aux opérations. Pour une opération en production, qui est la nôtre. Évidemment, Petrobras, qui se retrouve avec plus de 70 plateformes, c'est pas la même dimension. Très bien, merci. Là, j'ai plus de questions enregistrées, on reviendra tout à l'heure avec les autres intervenants merci beaucoup. Pour un format qu'il faudra renouveler. Le webinaire est effectivement très efficace et donc ça a été un plaisir de pouvoir contribuer et vous pouvez compter sur moi pour refaire une expérience de cette nature. Parfait. Merci beaucoup. Maxime. Merci beaucoup. Ciao, Jacques.